Bonjour, Pascal. merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de notre travail. Alors, je parle au nom d'une grosse équipe de 2 thésardes et on m'a demandé de faire le bilan de déjà 5 années de travail du projet Fetalim. Donc, il y a peut-être des aspects que vous avez déjà entendus, mais j'essaie de vous le montrer un petit peu dans sa globalité. Donc, comme vous le savez, le phénotype de l'individu est en partie, donc bien sûr, déterminé par son génome, mais en partie modifié par l'influence de l'environnement, qui, par le biais de l'épigénome et de marques qui vont se poser au niveau du noyau et de l'ADN, induire des modifications de l'expression des gènes et du phénotype des individus. Cet environnement et ces modifications de l'épigénome s'appliquent tout au long du développement. On a cependant une période très sensible qui a été donc montrée chez l'humain, mais qui est donc notre hypothèse que c'est aussi le cas chez la jument, qui est la période d'élaboration des gamètes, de développement de l'embryon, puis de développement fœtal et un petit peu du développement néonatal, où l'épigénome est particulièrement sensible à l'environnement et où des marques indélébiles vont se mettre en place, qui vont influencer le phénotype adulte et donc le capital fonctionnel de l'animal ou de l'humain. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps. Ça s'appelle les origines développementales de la santé et des maladies, qui ont été démontrées par David Barker, qui a montré chez l'humain que l'environnement maternel, donc plutôt la nutrition, ou des anomalies placentaires qui allaient jouer sur la nutrition fœtale, pouvaient jouer sur la croissance fœtale, et le fœtus allait s'adapter en modifiant ses cellules bêta, son muscle, les adipocytes, le rein, etc., par des modifications épigénétiques. À la naissance, le fœtus, le jeune, va s'adapter à son environnement, mais ce n'est qu'à l'âge adulte, en général, que dans un environnement délétère, souvent dans le cadre de l'humain, un excès nutritionnel, que vont apparaître une susceptibilité augmentée à l'obésité, à la tension artérielle, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires, connues sous le nom de syndrome métabolique. Alors, comment est-ce que ça pourrait être adapté au cheval ? Eh bien, chez le cheval, on connaît la résistance à l'insuline, l'augmentation de l'adiposité, l'hyperinsulinémie, la dyslipidémie, l'inflammation systémique qui pourrait être influencée par l'environnement anténatal, ainsi que le syndrome de Cushing, la fourbure et l'ostéochondrose. En particulier pour l'ostéochondrose, on sait que c'est une affection ostéo-articulaire du cheval en croissance, avec une prévalence entre 10 et 44% chez les chevaux de sport, et qui est d'origine multifactorielle, avec bien sûr le patrimoine génétique, mais aussi des déséquilibres nutritionnels, des traumatismes ou de la vitesse de croissance. Mais des études récentes ont associé des déséquilibres énergétiques et des troubles de l'homéostasie glucidique à l'apparition de la pathologie chez les animaux, et encore plus récemment, de l'environnement intra-utérin, en particulier Van der Heyden et al., qui ont montré, dans une étude épidémiologique, que les juments qui avaient reçu des concentrés durant la gestation avaient des poulains qui avaient une incidence augmentée en ostéochondrose. Donc la problématique du projet Fetalim, c'est d'essayer de voir chez le cheval si les conditions in utero, par le biais du placenta, qui finalement est l'organe d'échange entre la mère et le fœtus, vont jouer un rôle sur l'homéostasie glucidique postnatale et la croissance osseuse postnatale, et de ce fait, l'ostéochondrose. Donc on a une fenêtre d'étude qui commence par des interventions avant la gestation, et on va suivre les animaux jusqu'à 18 mois. Et nous avons eu 2 modèles expérimentaux, l'un par transfert d'embryons entre races de tailles différentes, et l'autre par des modifications, qui est encore en cours, par des modifications de l'alimentation de la jument gravide. Le premier protocole a fait l'objet de la thèse de Pauline Peunier, qui est maintenant en postdoc, et le deuxième est en cours avec le travail de Morgane Robles, qui est dans la salle. Donc dans le premier projet, nous avons travaillé avec des animaux de tailles différentes, des poneys qui étaient à l'INRA de Nouzilly, des chevaux de selle et des chevaux de trait à Chambéret. Donc nous avons établi des groupes témoins par insémination artificielle, et puis nous avons essayé de réduire la croissance fœtale en transférant des embryons de selle dans des poneys,
et d'augmenter la croissance fœtale en transférant des embryons de poney ou de selle dans des chevaux de trait. On a ainsi obtenu 5 groupes. Au niveau du développement fœtoplacentaire, ici vous voyez les poneys témoins, donc les poneys augmentés. On a eu 6 jours de gestation en moins chez ces poneys et un poids de naissance bien augmenté, donc chez ces poneys nés en particulier chez des juments de selle, plus 57% du poids à la naissance, avec des placentas de taille augmentée. Donc pour le reste de la présentation, je vais appeler ces poneys les poneys augmentés. Au niveau des restreints, eh bien, nous avons eu une augmentation du temps de gestation chez les restreints, entre 13 et 16 jours, avec des poids de naissance, en particulier pour les selles dans poney, qui étaient largement réduits, moins 37 à moins 42%. Donc on a vraiment modifié la croissance fœtale. Et associé à ça, on avait une diminution de la taille et de la surface placentaire. Donc pour le reste de l'exposé, je vais les appeler les selles restreints. Alors, au niveau de leur croissance postnatale, on les voit ici jusqu'à 18 mois. Et on voit que les poneys augmentés restent plus grands, toujours plus 30% jusqu'à 18 mois. Et c'est une croissance harmonieuse. Je ne vous ai pas mis tous les graphes, mais on a mesuré beaucoup de segments osseux, plus la taille du canon, et la croissance est harmonieuse. En revanche, pour ce qui est des restreints, eh bien, on voit qu'ils sont plus petits jusqu'à 180 jours. Et puis après, ils restent plus petits, mais ici, c'est plus significatif. Par contre, c'est disharmonieux. En particulier, la taille du canon et l'épaisseur du canon restent restreintes sur ces animaux. Donc, on a une croissance vraiment disharmonieuse qui peut entraîner des soucis ensuite locomoteurs. Alors, un des aspects qui nous intéresse, c'est l'homéostasie glucidique, puisque le glucose est l'énergie de la cellule. Et donc, on a une hormone qui nous intéresse particulièrement, qui est l'insuline, qui permet le stockage sous forme du glucose sous forme de glycogène ou de lipides. Donc, je vais vous passer, vous avez dans le texte tous les tests qu'on a faits, qui sont assez compliqués, mais on va vraiment aller voir comment l'organisme va sécréter de l'insuline en réponse à un apport de glucose pour stocker le glucose, et puis après, donc, pour voir finalement si on privilégie le stockage ou non du glucose chez ces animaux. Alors, on a fait des tests à partir de la naissance, après le sevrage et jusqu'à l'âge de 18 mois. Et ce qu'on a, c'est que les poneys augmentés présentent une résistance précoce à l'insuline. Alors, en traduction pratico-pratique, c'est qu'ils ont tendance à moins stocker l'énergie. Et ça avait déjà été montré dans une étude par Twinkalen et ses collaborateurs à la naissance sur des transferts d'embryons. Par contre, on n'a pas d'effet persistant. Au-delà de cette période, eh bien, l'homéostasie glucidique se remet en place. Les restreints, en revanche, sont plus sensibles à l'insuline jusqu'au sevrage, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus stocker de l'énergie, mais cet effet a disparu à 18 mois pour l'instant. Au niveau du statut ostéo-articulaire, nous avons fait des radios juste après le sevrage et ensuite à 18 mois avec 10 vues donc, aux différentes localisations de l'ostéochondrose. Et après beaucoup de discussions, nous avons classifié les animaux entre atteints de lésions ou non. On voit qu'au niveau des témoins et des augmentés, eh bien, il n'y a pas de différence significative. On a l'impression qu'il y a peut-être un peu plus chez les augmentés, mais ce n'est pas significatif. Donc la prévalence de l'ostéochondrose n'est pas accrue chez les poneys augmentés. En revanche, on avait 100% de lésions chez les selles restreints à 6 mois, et ces lésions sont toujours plus importantes à 18 mois, bien qu'à ce moment-là, eh bien, elles aient été quand même considérablement réduites entre 6 et 18 mois. Donc la prévalence de l'ostéochondrose est significativement accrue chez les selles restreints. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important pour la filière. Donc si on fait un bilan, on a vraiment un effet un miroir, et je vous passe tous les autres tests qu'on a pu faire, puisqu'il y en avait énormément. Donc la croissance, elle était soit augmentée, soit restreinte. La croissance postnatale était amplifiée et harmonieuse chez les augmentés, ralentie et disharmonieuse chez les restreints. L'homéostasie glucidique était perturbée dans les deux cas, avec plutôt des hypoglycémies chez les augmentés et des hyperglycémies chez les restreints, et un retour, une résistance
néonatale chez les augmentés et une amélioration de la sensibilité à l'insuline chez les restreints, et un retour à la normale par rapport aux témoins de la même race à 18 mois. Au niveau de l'ostéochondrose, pas d'effet significatif au niveau des augmentés, mais par contre, plus d'animaux atteints sur les restreints. Alors bien sûr, ça donne des indications sur le choix des receveuses en transfert d'embryon, mais finalement, si on veut vraiment travailler pour l'élevage dans son ensemble, il faut aller voir l'effet de la nutrition. Alors on est parti sur le modèle d'alimentation de la jument gravide. Alors que savait-on déjà sur l'effet de l'alimentation sur la santé du poulain ? Un article de 2009 par Georges et al. Qui utilisait un régime riche ou pauvre en amidon. Ils ont regardé les poulains à l'âge de 5 mois et ils voient que les poulains du lot riche étaient moins sensibles à l'insuline, donc de nouveau, on stockait moins. Cavinder, en 2012, a testé l'utilisation d'un concentré versus de la pâture et n'a pas trouvé de différence de poids à la naissance ni de mensuration. La leptine était plus importante, donc la leptine qui reflète l'accumulation de tissu adipeux chez les poulains des mères nourries à 100%, et il n'y avait pas de différence sur la fonction surrénale à 1 an. Et Van der Heyden, dont je vous en ai déjà parlé, montrait par une étude épidémiologique que l'administration de concentré à des juments durant la gestation semblait augmenter la prévalence de l'ostéochondrose chez les poulains. Dernière étude, une sous-nutrition très importante par Wilshire et Allen sur des juments qui étaient atteintes durant la gestation par du Streptococcus equi au cours de la gestation, avec une forte perte de poids. Ils avaient des poulains qui étaient nés plus légers, moins longs et quelques modifications endocrines à la naissance. Par contre, on n'a pas de suivi à long terme. Vous voyez que c'était très, très parcellaire ce qu'il y avait. Donc, on est reparti. Je vais vous montrer que la première manip, puisque maintenant, ça fait 3 ans qu'on modifie l'alimentation des juments gestantes. Et la première manip était partie avec 25 juments gravides. Et là, on a essayé de jouer sur 2 tableaux, le niveau d'alimentation et l'apport ou non de concentré pour aller sur ce qui existait déjà. Donc, on a eu 13 juments qui n'ont reçu du fourrage uniquement à partir de 200 jours de gestation et 12 juments qui ont été supplémentés avec un lot d'orge aplatie. Et donc, il y avait le lot fourrage recevait aussi du foin enrubanné. Nous avons essayé d'ajuster tout au long de la gestation, en particulier en faisant attention à la note d'état, et nous avons suivi nos 24 juments allaitantes puis leurs poulains jusqu'à 18 mois, et pour l'instant, je vais vous montrer une partie des résultats. Donc, ce qu'on voit dans ces 2 lots, c'est que les juments qui en sont supplémentés maintiennent une note d'état jusqu'à la naissance et durant la lactation, alors que les juments du lot fourrage ont une réduction de leur note d'état jusqu'à la naissance et elles mettent environ 3 mois pour rattraper en postnatal. Ce qui s'est passé, donc les juments recevant de l'orge maintiennent leur état corporel. Au niveau du placenta, on a des adaptations fonctionnelles. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais clairement, au niveau des juments qui avaient une perte de note d'état, le placenta présente des adaptations qui semblent favoriser le passage des nutriments à travers le placenta. Ce qui fait qu'à la naissance, on n'a eu aucune différence entre les lots pour aucun des paramètres mesurés, à part quelques tendances à 3 jours. Et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de différence. Sauf pour les lésions d'ostéochondrose à 6 mois, où on a une augmentation significative du nombre de poulains atteints d'ostéochondrose à 6 mois par rapport au groupe fourrage. Et donc, les résultats de 18 mois ne sont pas encore connus, donc je viendrai vous les raconter la prochaine fois. Et on a aussi, donc, si Hélène me permet, des effets sur les petits mâles qui ont été castrés, des effets aussi sur la maturation des testicules. Donc, en conclusion de ces études, on sait que l'environnement, donc on a montré que l'environnement maternel affecte la croissance, le métabolisme et la susceptibilité à l'ostéochondrose du poulain. Il semble dans les premières manips qu'on ait des effets qui s'atténuent avec l'âge. Alors, est-ce que c'est le rôle de la lactation, des conditions postnatales? Donc, il y a encore beaucoup de travail pour comprendre à la fois l'effet de la mère et l'effet du postnatal et de la lactation. La deuxième manip
semble indiquer que la perte d'état chez la jument ne semble pas affecter la croissance postnatale, au moins jusqu'à 18 mois, mais l'apport de concentré semble augmenter les risques d'ostéochondrose à 6 mois. Donc maintenant, on est en train de continuer sur essayer de mieux appréhender ce rôle de l'alimentation maternelle et aussi d'aller voir les effets à plus long terme, puisque si vous vous rappelez chez l'humain, les effets ils sont vus chez les adultes. Et là, on est encore dans des animaux en croissance. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet actuellement jusqu'à 18 mois qu'il n'y a pas d'effet. C'est fini, c'est bien. Le travail en cours, c'est de travailler sur le rôle de l'alimentation maternelle, d'aller voir les effets de l'excès nutritionnel maternel et des apports en concentré plus ou moins élevés. Le rôle du placenta, d'essayer de comprendre comment cet organe va compenser par rapport à l'alimentation maternelle et d'aller voir des effets à plus long terme. Et actuellement, les animaux du groupe orge et fourrage sont soumis à un challenge alimentaire, donc entre 18 et 22 mois. Et sur ce, je tiens à remercier les deux thésardes, donc Pauline Peunier et Morgane, ainsi que l'ensemble des acteurs qui nous ont permis et nous permettent encore de continuer ce travail, ainsi que l'IFCE, le Fonds EPRON et le département FAS de l'INRA pour leur aide financière.